C'est trempé dans 2020. Oui, bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus. Voilà, ben, ce soir, je vais vous présenter donc le Soleil. Donc, ce Soleil que nous connaissons tous, ce Soleil qui nous paraît si singulier, si commun, ce Soleil qui nous chauffe, qui nous éclaire, qui nous a donné la vie, c'est fantastique. C'est magique. Voilà. Alors, ce Soleil, quand on le regarde depuis la Terre, il nous paraît calme, immuable, mais la réalité, elle est tout autre. C'est ce que nous allons voir. Donc, c'est une sphère avec un bouillonnement permanent, un magnétisme très puissant, et par rapport à son activité, il est super puissant, il est colossal. Donc, ça peut générer des événements éruptifs qui sont éjectés dans tout l'espace interplanétaire, et bien sûr, par moments, ça peut frapper la Terre de plein fouet et causer de gros problèmes, des gros dégâts sur le matériel, et aussi ça peut être sur les êtres humains. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir. Voilà. Voilà le déroulement de la séance. Donc, alors le fonctionnement, il faut savoir que le fonctionnement c'est complexe. Je vais essayer de faire simple. Il y a des étapes où je vais passer vite et d'autres beaucoup moins vite. Voilà. Alors les caractéristiques, ça va être fait. Cycle de vie moyen. On va passer à la structure générale. La structure détaillée, je vais passer beaucoup plus de temps. Structure détaillée des différentes zones. Alors, la production nucléaire, le transfert d'énergie, le champ magnétique, je vais m'y attarder. L'activité solaire, le cycle de 11 ans. L'inversion du champ magnétique, je vais m'y attarder. Après, protubérance, éruption, éjection de masse coronale. Là, ça sera associé à des petites animations, des petites vidéos. Voilà. Et la sonde Parker. Alors, la sonde Parker, c'est une mission pour étudier le Soleil. Donc, la fusée a été lancée en 2018. Et elle va arriver à son but en 2024. En 2024. Elle va passer très près du Soleil. Très très près. Et elle passe près quand? Bientôt, le 24 décembre. Elle sera à 6 millions de kilomètres à une vitesse de presque 700 000 km/h. Voilà. Voilà. Et donc la fin de la mission, normalement, c'est 2025. Voilà. Donc après, il y aura on va échanger des questions. Mais si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le dites quand même, parce qu'après, ça va être perturbant, vous ne comprendrez plus rien. J'ai fait simple, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, voilà, les caractéristiques principales. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. On ne va pas tout énumérer. Donc l'âge du Soleil, 4,6 milliards. Le diamètre, 1,4 million, soit 109 fois la Terre. Une masse énorme, 333 000 fois la masse terrestre. La température du cœur, 15 millions de degrés. Température de surface, 5500 degrés. Type de l'étoile, une naine jaune. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est qu'une naine jaune. Une naine jaune, c'est un type d'étoile qui ressemble à notre Soleil, qui fait à peu près 0,8 fois la masse, un peu plus petit, à 1,2 fois la masse. Donc, c'est une étoile qui brûle l'hydrogène qui transforme en hélium, c'est la fusion nucléaire, parce que d'autres étoiles, c'est autrement. Et il y a une température de surface de 5000 degrés, à peu près, et une luminosité à peu près égale à celle de notre Soleil. Voilà. La naine jaune, c'est notre Soleil. Voilà. Après, quand elle va vieillir, elle va se déplacer et ça ne sera plus une naine jaune, ça sera autre chose. Voilà. Alors, quelques caractéristiques, c'est la vitesse de rotation donc, du Soleil. Étant donné que c'est une boule de gaz, ce n'est pas rigide. Donc, il y a une rotation qui est différente donc,
à l'équateur, qui est de 25 jours, et au pôle, qui est de 35 jours. Parce que c'est pas solide, l'intérieur. C'est du plasma. Voilà. Hein, le Soleil étant une boule de plasma, de gaz et plasma, la rotation n'est pas contrainte à une rotation solide. La composition du Soleil, on peut donner une caractéristique, on a 72% d'hydrogène, 26% d'hélium et 2% autres. Il y a du carbone, il y a de l'azote, il y a du fer, il y a de l'oxygène, du silicium, du néon, il y a beaucoup de choses. Hein. À savoir que l'étoile, au fur et à mesure, eh ben, elle transforme l'hydrogène en hélium, donc il y a de plus en plus d'hélium. Voilà. Ben, je ne sais pas combien on en est. Hein. Voilà. Donc le cycle de vie du Soleil. Alors là, je vais passer vite. Attendez, est-ce que ça marche? Là. Et là, je vais passer vite. Mais là, on va s'attarder après. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une géante rouge. Alors, la naissance du Soleil. La naissance à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré sur lui-même vers un centre attracteur, qui a été donc notre étoile. Et les débris ont donc formé les planètes. Donc voilà, on en est, donc, durée de vie 10 milliards, on en est à 4 milliards et demi. On en est là. Alors petit à petit, eh bien, on va avoir vers un réchauffement progressif et l'étoile elle va se transformer en géante rouge. Donc ça ne sera plus une naine jaune. Elle aura évolué. Ce sera une géante rouge. Donc ça veut dire que sa température de surface sera différente et ainsi que sa luminosité. Voilà. Ouais, parce qu'on a dit qu'une naine jaune, c'était 5000 degrés, la température de surface, et la luminosité égale au Soleil. Voilà. Alors, une fois qu'elle aura fait son stade de géante rouge, il va se passer des choses, je vais l'expliquer tout à l'heure, elle va se transformer en nébuleuse planétaire. Voilà, planétaire, ça n'a rien à voir avec la planète, c'est la forme qui est en forme de planète. Après, eh ben, vers la fin de sa vie, elle ira vers une naine blanche. Voilà. Là, ça sera autre chose. Alors, on va voir la suite. Voilà. Formation d'une géante rouge. Alors, ce qui est très important, comme dans le Soleil, c'est l'équilibre hydrostatique du Soleil. Ça veut dire que l'explosion de fusion qui est créée dans le cœur du Soleil, l'hydrogène qui se transforme en hélium, c'est la fusion thermonucléaire. Donc, les forces de pression est égale à la force de gravité. La force de pression, ça augmente le Soleil, et puis après, la force de gravité, ça tient un équilibre. Voilà. Il y aurait plus de fusion, beaucoup plus importante, le Soleil aurait été un peu plus gros, et la gravité, elle aurait équilibré. D'accord? Voilà. Alors, ben voilà, ben c'est un peu pareil. La force de gravité et force d'explosion. Donc, le Soleil est en équilibre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai dit que la fusion nucléaire, l'hydrogène se transforme donc en hélium. Il y a cette fusion. Mais un jour, l'hydrogène, ben, il va manquer. Le carburant, il va manquer. C'est normal. Ben, s'il lui manque, ben, l'explosion de fusion diminue. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Soleil, il va se contracter. Et il va se contracter de plus en plus. Normal. Normal, il y a moins de pression. Donc la gravité force. Hein? Alors, plus il va se contracter, et plus la température va augmenter. Savoir là, elle est de 15 millions de degrés. Plus ça se contracte, et plus la température augmente. Et à force de se contracter, la température va augmenter, va augmenter, va augmenter. Et quand elle va atteindre 100 millions de degrés, eh bien c'est l'hélium qui va rentrer en fusion. Ça ne sera plus l'hydrogène. L'hydrogène, il n'y en aura presque plus. Il y en a encore.
Et c'est simplifié, hein, ce que je vous dis. Donc l'hélium va prendre le relais. Et donc l'hélium, quand il aura pris le relais, là, l'étoile, et il y aura beaucoup d'hélium. Parce qu'il y a de moins en moins d'hydrogène, l'hydrogène se transforme en hélium. Donc il y a de plus en plus d'hélium, et quand l'hélium va rentrer en fusion, l'explosion sera énorme. Donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le Soleil, il va grandir. Il va grandir, il va devenir très gros. Il va devenir tellement gros que le Soleil va englober la planète d'à côté, qui est donc Mercure, qui a 50 millions de kilomètres du Soleil, Vénus, qui a 100 millions à peu près, la Terre, qui a 150 millions, voire Mars, qui a 230 millions de kilomètres. Ça va être immense. Immense. Et ce qu'il y a, tenez que c'est très gros. La température surface, elle ne sera pas de 5000 degrés comme notre Soleil, donc une naine jaune. Ça va tellement être gros, la température sera à 3500 degrés, le tour, donc beaucoup plus froid, donc la couleur ne sera pas jaune, elle sera rouge. Pour ça, on l'appellera géante rouge. Donc, après, son cycle de vie, c'est plus pareil. Hein. Je ne vais pas parler du fameux diagramme HR, là c'est simplifié. Hein. Alors après, qu'est-ce qui va se passer quand ce sera très gros? Eh bien, l'hydrogène, pas l'hydrogène, l'hélium, il va manquer. Alors là, l'étoile, elle va s'effondrer sur elle-même. Elle va s'effondrer sur elle-même, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser, il va y avoir une coquille de gaz qui va se former, et ça va être la nébuleuse planétaire. Donc rien à voir avec une planète, c'est la forme qui est comme ça. Elle va se transformer en nébuleuse planétaire, et ensuite, l'étoile va continuer à s'effondrer, elle va devenir une naine blanche, l'hélium va se transformer en carbone, elle va être très chaude, elle va se contracter de plus en plus, et après ça va se refroidir. Ça va se refroidir et ça sera très lourd. Et ça sera la fin du Soleil. Voilà. Pas de questions? Alors, c'est un peu simplifié. C'est un peu plus complexe, mais après, ça ne sert à rien de... Voilà. Voilà. Mais bon, alors rassurez-vous. Tout à fait. Ah, on ne sait jamais avec les progrès. Hein? On ne sait jamais. Alors, là aussi, on passe ici assez vite. La structure générale du Soleil. Alors, on a un cœur de 15 millions de degrés. Voilà. La zone radiative, il y a 3 zones. Une, le cœur, la zone radiative, la deuxième, et la convective, la troisième. La zone radiative, l'énergie est transmise par radiation. Et la convective, comme ça porte son nom, c'est la convection. Il y a des turbulences comme ça. Ça va tourner comme ça. Et ça va faire beaucoup de choses, vous allez voir. Voilà. Alors après, on a la photosphère, qui est la surface du Soleil, qui a 5500 degrés. Hein? Alors de là, il y a les protubérances qui sont dans l'atmosphère, au début de l'atmosphère du Soleil. Le début de l'atmosphère, c'est la chromosphère. Chromosphère qui va de 4000 à 10 000 degrés. Et après, tout autour, on a la couronne. La couronne qui monte jusqu'à 1 million de degrés. Ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors donc, la surface du Soleil, on dirait une peau d'orange, des grains de riz, ça bouge en permanence, et de là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les taches, il y a les éruptions, il y a beaucoup de choses. Les taches sont là, mais enfin c'est un peu en même temps. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la structure détaillée des différentes zones. Donc le cœur, la zone radiative et la zone convective. Voilà. Donc, le cœur du Soleil, 15 millions de degrés. Alors, le volume du cœur,
c'est un peu comme les autres zones. Il y a 30% à peu près. 30% le cœur, 30% la zone radiative et 30%, voilà. Et puis il y a une autre zone, enfin bref. Voilà. Ah, la vitesse du cœur du Soleil, on a dit que le Soleil tourne à 25 jours à l'équateur et à 35 au pôle. Par contre, la vitesse du cœur, elle est de 7 jours, 4 fois plus vite. 4 fois plus vite, je vais vous dire pourquoi. Et la pression, il y a une pression énorme, entre 240 et 260 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre. Donc 260 milliards de bars ou de kilos. On utilise les anciens de kilos. Voilà. Alors ça a été déterminé par des relevés sismologiques de la sonde SOHO qui examine en ce moment le Soleil. Et grâce à un instrument, parce qu'il y a plein d'instruments qui sont embarqués avec la sonde, c'est l'instrument Golf. Bon, enfin, ça, voilà. Donc, c'est des relevés qui sont très précis, hein, c'est pas du pif. Donc, 240 à 260 milliards de fois la pression atmosphérique. Et la vitesse, donc 7 jours. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans le Soleil? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une énorme pression. Avec la pression, plus il y a de pression, plus la température elle augmente. Ça fait comme tout à l'heure. Hein, il y a 15 millions de degrés. Tout à l'heure, ce que j'ai fait voir, ça compresse, ça monte à 100 millions et après c'est l'hélium. 15 millions de degrés, et qu'est-ce qui se passe? C'est donc l'hydrogène qui rentre en fusion. Alors, quand il y a beaucoup de pression comme ça, avec une forte température, les particules, elles sont très agitées. Voilà. Les particules, voilà. Donc alors là, j'ai mis en médaillon l'atome d'hydrogène, qui est le plus simple qui existe, c'est-à-dire il y a un noyau qu'on appelle le proton et un électron qui tourne autour. Et avec la pression et la chaleur, qu'est-ce qui se passe? L'électron, il est arraché. L'électron est arraché, et qu'est-ce qui reste? Il reste que le proton. Le proton n'est plus lié à l'électron. N'est plus lié, donc après, rien n'empêche au proton de fusionner. Et c'est ce qui fabrique la fusion nucléaire. Sinon, ça ne pourrait pas avoir lieu. Voilà. Alors, voilà, j'ai tout dit. Ah, la densité. Parce que ça, c'est un pense-bête. La densité du cœur, c'est 150 grammes au centimètre cube, ou 150 kilos au décimètre cube, ou 150 kilos au litre. C'est énorme. C'est ce qu'il y a et la plus grande densité, elle est là. Après, on verra, plus on va aller, plus... voilà. Alors après, on en arrive aux autres zones. Donc le cœur, 15 millions, la zone radiative où l'énergie est transmise par radiation, et la zone convective. Alors, la zone radiative, c'est la deuxième zone. Pareil, 30%. 30%, elle est très stable, comme le cœur, c'est stable. C'est stable. Et par contre, la densité, j'ai dit 150 grammes au centimètre cube, là beaucoup moins. Entre 20 grammes et 0,2 grammes. Parce que c'est une zone qui est très transparente. Il n'y a que des électrons, à peu près. Bon, il y a autre chose, mais enfin. Il y a beaucoup d'électrons. Après, on arrive à une zone convective. C'est elle qui va faire beaucoup de choses. C'est une zone qui est très turbulente, qui dynamique. Une zone convective parce qu'on a la convection ici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On prend ici. Le cœur, il y a 15 millions de degrés. Et plus on s'éloigne du centre, moins il y a de pression, il y a moins de plus ça va, il y a moins de pression, il y a moins de chaleur. Donc on arrive à 7 millions. Et quand on arrive à 7 millions, la fusion d'hydrogène s'arrête. Il n'y a plus de fusion d'hydrogène. Parce que l'hydrogène, la température de fusion d'hydrogène, c'est 7 millions de degrés.
avec la pression de 240 milliards. Voilà. Après, on arrive donc à 2 millions. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, le cœur, on a dit que les électrons étaient arrachés. Après, les protons, ils font la production nucléaire. Et étant donné qu'on tombe à 2 millions de degrés, les électrons qui étaient arrachés à leur noyau, eh bien, ils retrouvent leur noyau. Ça reforme donc les atomes d'hydrogène et d'hélium. Ils se reconstituent. Là. Voilà. Et donc, après, toute la masse, la matière, qui est chaude, elle va vers la surface, ça monte, bien sûr. Arrivé en surface, il y a à peu près 6000 degrés. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle monte, la matière chaude monte, arrivé ici, eh ben, ça refroidit, et elle redescend, et elle monte, et elle redescend. Donc, les mouvements de plasma s'amorcent et assurent le transfert de l'énergie. Donc, l'énergie, elle part. Et donc, cette zone, elle est à l'origine de la fameuse granulation. Voilà. Cette granulation, où il y a des grains, comme les grains de riz qui bougent, c'est tout en mouvement. Hein, ça, voilà. Et donc, dernière chose, la zone convective, c'est la zone de rotation différentielle. Voilà. C'est là où, à l'extérieur, il y a 25 jours à l'équateur et 35 jours au pôle. Voilà. Ça va? Je ne vous ai pas... Alors là, voilà une petite diapo. Ça récapitule un petit peu tout. C'est les mouvements de l'ensemble des zones. Alors, il y a juste une petite animation, je vais vous passer. Voilà. Donc, on voit très bien l'énergie qui part, la zone radiative, l'énergie est transmise par radiation, voilà, et il y a le mouvement de convection, c'est chaud, ça va à la surface, ça refroidit, et puis voilà, et ça fait ça. Et donc, après l'énergie, elle repart comme ça vers la surface. Voilà. Voilà. Alors ensuite, donc le Soleil, c'est une énorme boule de plasma. Donc le plasma, c'est le 4e état de la matière. 4e, ça veut dire qu'il y en a 3. Avant, l'état solide, liquide et gazeux. Et là, à part entière, c'est le 4e état, c'est le plasma. Donc c'est un gaz qui est fortement ionisé. Le plasma est très chaud, dense et très conducteur. Voilà. Il est composé de quoi? Eh bien, il y a des protons, il y a des électrons, il y a des atomes, il y a un peu de tout. Voilà le plasma. C'est ça. Alors ensuite, on en arrive donc, bah oui, il faut bien en parler un petit peu, mais je vais rester très simple, à la fusion nucléaire du Soleil. Donc ça, c'est le chemin le plus simple pour accéder à l'énergie de fusion. Alors, donc on parle des protons, donc les électrons qui ont été arrachés, et je reviens là, donc à cause de la pression et tout, la chaleur, c'est très agité, et les électrons sont arrachés donc aux protons, au noyau. Donc après, il n'y a rien qui est lié, et donc rien n'empêche aux protons donc de fusionner. Sinon, ils ne pourraient pas fusionner. Ils vont fusionner entre eux. Voilà. Donc, c'est ces 4 protons. 4 protons. Il va y avoir une chaîne, et arrivé à cet endroit, c'est un noyau d'hélium 4, il y aura la fusion nucléaire. Alors je vais juste vous expliquer un petit peu. Alors là, quand on remarque, il y a 2 chaînes identiques là. Bon, on va en parler que d'une, c'est les deux mêmes. Alors 2 protons fusionnent et ils se transforment en un noyau de deutérium. C'est un isotope d'hydrogène. Hein, voilà.
ils émettent en même temps des particules élémentaires, ça j'en parle pas, neutrinos et des positrons. Ouais, on dit positron, voilà. Après, il y a quoi? Il y a un deutérium qui s'unit avec un autre proton. Et ils forment un noyau d'hélium 3. En faisant ça, ils émettent une particule qui est très énergétique, c'est le photon gamma. C'est la lumière qu'on va recevoir. Voilà. Ensuite, on prend le noyau d'hélium 3 avec l'autre chaîne, hélium 3, ça fusionne, ça libère deux protons et ça forme un noyau d'hélium 4. Alors à savoir, là j'ai marqué des temps. Ici, le temps, c'est 1 milliard d'années. Le temps 2, c'est 1 seconde. T3, c'est 1 million d'années. Oui. Et il y a une raison, mais je ne vais pas l'expliquer. 1 milliard, 1 seconde, 1 million d'années. Voilà. Alors par contre, juste un petit mot au sujet de la chaîne PP, donc on l'appelle la chaîne proton-proton. Alors ça, c'est pour les étoiles qui sont comme la nôtre. Comme la nôtre. Pour les étoiles massives, ce n'est pas la chaîne proton-proton. C'est la chaîne CNO, carbone, azote, oxygène. Moi, je ne vais pas en parler. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fini pour ça. Alors après, il y a le transfert d'énergie. Il y a la fusion thermonucléaire. Et après, ça va sortir. Ces photons, ils vont sortir, ils vont arriver vers nous. Donc, cette énergie finit par sortir de l'étoile sous forme de rayonnement. Alors, une petite animation. Voilà. Donc, l'énergie sort. Voilà. Et donc, le photon, il va sortir, mais il va être absorbé. Il va absorber par des atomes d'hydrogène, d'hélium. Il va être absorbé et réémis, absorbé et réémis. Et la marche, elle va être chaotique. C'est une marche au hasard, comme disent les scientifiques. Voilà. C'est absorbé et réémis. Alors, le photon, il circule. Et donc, voilà, ça met 1 million d'années pour sortir. Alors que le transfert d'énergie direct serait de 2 secondes et demie. Et là, ça met 1 million. Ouais, les chiffres, là, ils sont... Il y en a qui disent plus ou moins. Bon. Voilà. Donc, le transfert d'énergie, donc on en revient. Il est là. Il y a cette marche au hasard, chaotique. Et l'énergie est ensuite transportée par le mouvement de la matière. Ensuite, alors, des chiffres intéressants. Chaque seconde, il y a 630 millions de tonnes d'hydrogène qui sont converties en 625 millions de tonnes d'hélium. Donc, il y a une perte de 5 millions qui sont convertis en énergie. Et c'est la fameuse formule de Einstein, E égale mc2. Hein? La perte de masse, elle est là, 5 millions, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc 300 000 multiplié par 300 000. C'est quelque chose d'énorme. Bon, l'énergie dégagée par le Soleil, donc l'énergie produite par la fusion nucléaire est de 386 millions de mégawatts par seconde. Un électricien. C'est énorme, hein? Voilà. Un dernier chiffre, 10 milliards. Chaque seconde, le Soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires. Voilà. Il faut savoir que si toute l'énergie du Soleil était dirigée vers la Terre, alors que ce n'est pas possible, c'est dirigé partout, en 3 minutes, la croûte terrestre aurait fondu. Tout est, vous voyez, c'est quand même conséquent. Voilà. Poutine est battu. Ah, il est battu, hein. Là, il est battu. Il ne faut pas le dire, hein, parce que c'est... Voilà.
Alors voilà, un point intéressant, pareil, je vais m'y attarder un peu plus, c'est le champ magnétique du Soleil, qui est complexe, et oui, parce que c'est à cause du champ magnétique qui se produit toutes les choses. L'activité solaire, c'est dû au champ magnétique, les taches solaires, c'est pareil, et puis voilà. Et les éruptions, c'est dû à ça. Il n'y aurait pas de champ magnétique, il ne se passerait rien. Voilà. Il n'y aurait peut-être pas. Voilà. Ah, j'ai représenté plusieurs choses. Donc, le champ magnétique, c'est le moteur de l'activité solaire. On l'a dit. Donc, j'ai mis en bas le champ magnétique de la Terre et du Soleil. Vous voyez, ça se ressemble. Ça se ressemble. Alors, dans le Soleil, le champ magnétique au niveau équateur, les boucles sont fermées, et au pôle, eh bien, c'est ouvert. Bon, ces lignes, elles se referment très loin, et au milieu, bon, il y en a quelques-unes qui sont perdues. Alors là, j'ai représenté une expérience que beaucoup ont fait à l'école, c'est l'expérience de l'aimant. On prend un aimant, un pôle nord, un pôle sud, on met une feuille de papier, on prend de la limaille de fer, on saupoudre, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit le dessin, c'est-à-dire le spectre magnétique, c'est-à-dire la limaille suit les lignes magnétiques. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le dipôle magnétique. Donc, le Soleil est traversé par un champ magnétique dipolaire, donc deux pôles, et peut être assimilé au champ créé par un aimant. Voilà. Bon. Maintenant, la formation du champ magnétique. Voilà. Donc, le plasma, c'est un gaz ionisé, on l'a vu tout à l'heure, très fluide et très conducteur. Donc, dans le noyau, on l'a vu ça, pareil, les particules extrêmement chaudes, chargées en mouvement, créent des champs magnétiques puissants. Et ça génère un champ magnétique interne, le champ magnétique initial. Voilà, parce qu'il y a plusieurs champs magnétiques. Voilà, c'est le champ magnétique initial. Voilà, les lignes de champ, elles partent du nord au sud, dans le Soleil. Elles sont parallèles à l'axe de rotation. Donc un mouvement crée un courant, ce courant crée un champ magnétique. Voilà, donc c'est bien ça. Les particules, c'est le mouvement, et ça crée un courant, et ça crée le champ magnétique. Alors après, il y a cette fameuse rotation, comme on a dit, différentielle. J'ai remis là en médaillon le Soleil, donc 25 jours là, 35 jours là, donc c'est pas rigide, c'est mou, c'est du plasma, c'est différent. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, les lignes de champ magnétique sont droites. Et avec cette rotation, la rotation différentielle entraîne les lignes de champ magnétique comme ça. Étant donné que ça tourne beaucoup plus vite ici que là, automatiquement, eh bien, celles qui sont vers l'équateur, elles sont mieux tirées. Et ça forme donc ça. Et plus il va tourner, plus les lignes de champ magnétique vont se rapprocher de l'équateur. Voilà. Ensuite, ah oui, attendez, je me souviens. C'est donc l'effet dynamo, comme on appelle. Voilà. Et ça génère le champ magnétique global du Soleil. Alors, le champ magnétique global, c'est un champ magnétique qui est dans la zone de convection. Voilà, c'est pas le champ initial. Enfin, ça se mélange après un peu. Alors, une zone que je n'ai pas parlé tout à l'heure, il y a trois zones, le cœur, la zone radiative et la zone convective. Mais entre les deux, là, alors on voit très bien la zone convective qui tourne comme ça, vous voyez, là pareil, on appelle la tachocline. Elle fait 3000 km d'épaisseur. C'est là où la rotation différentielle s'arrête. Celle qui tourne plus vite à l'équateur que là, c'est là où elle s'arrête. Et en même temps,
étant donné que ça tourne, et là c'est rigide, et bien ça fait une zone de cisaillement, ça crée du champ magnétique aussi, et ça stocke, c'est une zone où le champ magnétique, il est stocké. Voilà. Alors, là c'est intéressant, la formation des taches solaires. Qu'après, c'est là où on va voir les taches, tout ce qui se passe autour du Soleil, les éruptions solaires et tout. Voilà. Donc la formation des taches solaires, celles que l'on voit donc au télescope, on voit des taches noires, c'est très beau à voir. Voilà. Donc, je vais représenter de nouveau pour voir un petit peu mieux. Voilà. Alors voilà le schéma. Donc, il y a le champ magnétique qui est comme ça, qui est droit. On l'appelle aussi le champ méridional. Voilà. Donc c'est un champ magnétique qui est parallèle, qui va du nord au sud, et qui est parallèle à l'axe de rotation. Et donc, avec la rotation différentielle, qu'est-ce qui se passe? Les lignes de champ, ce que j'ai dit tout à l'heure, elles sont de plus en plus, elles sont traînées, et donc, elles ont cette forme, et à force de tourner le Soleil, les lignes de champ magnétique, elles se rapprochent donc de l'équateur, de plus en plus. Et à force de se rapprocher de l'équateur, et c'est très proche, ça forme une boucle magnétique, un tore magnétique. Et là, il y a un autre champ magnétique, c'est le champ toroïdal. Toroïdal. Vous voyez, c'est un peu... voilà. C'est une composante du champ magnétique global. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? À force, les lignes de champ magnétique, ça va être étiré, ça va être tordu, et il va y avoir la poussée magnétique de l'intérieur. Alors, ligne de champ magnétique étirée, la poussée magnétique, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un oméga, la tâche qui va surgir et qui va être transportée vers la surface avec une boucle de champ magnétique à l'extérieur, solidement ancrée au pied des tâches. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est en profondeur, le champ magnétique. Là, il y a les tubes de flux magnétique qui montent. Il y a la tâche solaire, là et là. Et là, il y a une boucle magnétique. Voilà. Vous avez compris? C'est très étiré, très étiré. Il y a la poussée magnétique. Ça fait comme une hernie. Ça sort et ça fait la tâche solaire. Et la boucle magnétique de là. Voilà. Donc, je vais faire une petite animation avec... voilà. Vous allez voir. Voilà. Les lignes, elles sont droites. Voilà. Et après, elles sont de plus en plus vers l'équateur. Voilà. Et après, ça fait des taches solaires. Donc, les taches solaires. Un petit mot sur les taches solaires. Là. Donc là, il y a le point noir, on l'appelle l'ombre. Et autour, c'est la pénombre. Vous voyez la Terre à côté. Quand même grand. La Terre fait 12 000 km de diamètre. Regardez, c'est plus grand que la Terre. Hein. Voilà. Et tout ça, on va l'appeler une région active. Parce que c'est tout lié. Le champ magnétique, là, c'est très puissant. Alors, quelques valeurs du champ magnétique. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le champ magnétique du Soleil, en période calme, il est 30 fois supérieur à celui de la Terre, en période calme et en dehors des taches solaires, en dehors. C'est à peu près 30 fois la valeur. Alors, le champ magnétique dans les taches, il peut monter jusqu'à 5000, 8000 fois supérieur la valeur du champ magnétique terrestre. Alors, il y a eu des records qui ont été donnés par le satellite, comment il s'appelle, INOD, dans la pénombre, là, la péninsule autour. Le record, il a été de 14 000 fois. 14 000 fois supérieur au champ magnétique terrestre. C'est considérable.
Voilà. Alors, après, c'est bon? Bon, un peu de repos. Donc, les tâches solaires et boucles magnétiques, vous voyez, on voit très bien l'endroit là, les tâches là, et puis la boucle, donc du nord au sud, les champs magnétiques se rebouclent, et là, il y a du plasma. Le plasma, il suit donc le champ magnétique. À savoir qu'on voit, quand on regarde les taches solaires, elles sont noires. Pourquoi? Parce que c'est le champ magnétique, parce qu'elles font 3500 degrés, les taches. Alors que la surface du Soleil, c'est 5000 degrés. 5000 degrés. Donc c'est noir parce que c'est le champ magnétique qui ralentit le flux. Et donc la chaleur, ben, elle baisse. Pour ça que c'est à 3500 degrés, à peu près. Ah voilà. C'est une photo, ce que j'ai pris sur le site du satellite, le 27 novembre. Je n'ai pas pu faire mieux, parce que depuis le 1er décembre, il n'y a plus d'image du satellite. J'ai cherché, pas ce qui s'est passé. Donc, satellite SDO, c'est l'Observatoire dynamique solaire. Voilà. C'est un satellite de autour, il y a plusieurs satellites. Voilà. Donc là, on voit très bien, c'était le 27 novembre, on voit très bien là c'est ça, vous voyez. Regardez la Terre à côté, c'est tout petit. Tout petit. Et ça, on appelle ça une région active. Région active, c'est composé de plusieurs tâches. Et par rapport à ça, on arrive à voir s'il y a du danger par rapport à... C'est classé par... il y a un certain classement. Je ne vais pas en parler, c'est classé. Voilà. Et donc, on donne un petit mot, on donne un numéro, et ça c'est numéroté depuis 1972. 3905, c'est au fur et à mesure qu'elle tourne autour du Soleil. Ah, si les mêmes reviennent, eh bien, ça sera un autre numéro. À savoir que normalement, il faudrait un 1 devant, parce que depuis 1972, ça serait 13 906. Wow, bon, voilà. Et, vous voyez, il y a beaucoup de tâches. Et en ce moment, on arrive vers un maximum solaire. Vous voyez, vers l'équateur, il y a quand même beaucoup de tâches. Parce que normalement, elles sont beaucoup plus hautes. Ah, ouais. Évolution des groupes de tâches solaires. Juste une petite animation. Donc on va voir que le groupe se disperse en des fragments de tubes magnétiques. Voilà, vous voyez? Regardez. Et elles évoluent. Elles s'étirent souvent. Vous voyez? Voilà. C'est vite passé. Hein. Bon, on va passer maintenant à l'activité solaire. Donc elle est réglée par un cycle solaire d'une période de 11 ans. Alors ces 11 ans, c'est pas pile. Ça peut être plus 3 ans et moins 3 ans. Bon, elle est caractérisée par quoi? Donc l'intensité du champ magnétique, c'est ce qui fait l'activité solaire. Hein. Plus l'intensité est basse et moins il y a d'activité. Et donc plus il y a d'intensité de champ magnétique, plus il y a de tâches à la surface. C'est normal. Hein. Donc les mêmes effets se produisent tous les 11 ans. Voilà. Voilà le minimum d'activité. Là, on arrive au maximum. Et là, ça c'est une courbe de prévision. Et là, on voit très bien le nombre de tâches. Plus l'activité, plus il y a de champs magnétiques, plus il y a de l'activité, et plus il y a de tâches. Mais là, il n'y en a pratiquement pas. Après, vous voyez, vous regardez, là, il y en a 200, je ne sais pas combien, 220. Voilà. Hein? Donc, c'est l'activité solaire. Alors, le champ magnétique du Soleil sur un cycle de 11 ans. Donc ça dure 11 ans, plus ou moins 3 ans. Donc au minimum solaire, le champ magnétique est plus faible, d'accord, et concentré au pôle. Il est surtout là. Surtout là. Les lignes, elles sont fermées à l'équateur, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ouvertes au pôle. Par contre, quand c'est en pleine activité, comme en ce moment, on arrive au maximum, le champ magnétique atteint un point de saturation qui initie
C'est ici l'inversion magnétique. On va inverser le champ magnétique bientôt. Vous voyez? Vous voyez, c'est un champ magnétique, il n'est pas tout régulier, là, il est tout, voilà, tout bouleversé. Voilà. Cycle de 11 ans, voilà. Donc, peu de tâches au minimum solaire, et les tâches, au début, elles se produisent à peu près ici. Par contre, au maximum, il y a beaucoup de tâches, et c'est vers l'équateur. Et là, si on regarde en ce moment, je n'ai pas pris, c'est dommage, on voit bien les tâches qui sont là. Et puis avec toutes les boucles magnétiques que l'on voit. Alors, le cycle solaire 25, on est au numéro 25. Je vous dirai juste tout à l'heure pourquoi. C'est le cycle de 11 ans, numéro 25. Alors voilà, le début, il a commencé donc en 2019. Le maximum, on arrive l'année prochaine, en 2025. C'est variable, c'est pas vraiment précis. Et on finit en 2030. Alors, ça, c'est un cycle. Et c'est le numéro 25. Et vous voyez que les tâches, en ce moment, dernier relevé, c'est 200 et quelques tâches au mois. C'est mensuel. Voilà. Ça, c'est des images de la météo spatiale. C'est la dernière que j'ai prise. Voilà. Pourquoi le cycle 25? Donc, découverte du cycle de 11 ans. À savoir que le cycle de 11 ans, il a toujours existé. Mais on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est le cycle de Schwabe. Donc, c'est en 1846, l'astronome allemand Heinrich Schwabe annonce, après 17 années d'observation quotidienne, il est moral le gars, que le nombre de tâches varie de manière cyclique. Et ça, il s'en était rendu compte. Ensuite, en 1849, l'astronome suisse Rudolf Wolf, très impressionné, passe plus de 40 ans, vous vous rendez compte, à fouiller les archives des observatoires astronomiques et parvient à reconstituer l'histoire de ces variations jusqu'à 1745. Donc, il est remonté 40 ans avant, il a étudié, il a regardé, donc c'est là d'où est parti le cycle numéro 1. Voilà. On a commencé à numéroter à partir d'ici. C'est pour ça qu'on est au cycle 25. Alors ça a toujours existé, hein, depuis qu'il y a le Soleil. Enfin, je ne sais pas à quel moment l'évolution du Soleil, mais enfin, voilà. Donc ça sera le cycle 1. Alors, un point important aussi, donc c'est l'inversion de ce champ magnétique. Ce n'est pas le champ magnétique de la Terre, hein, c'est du Soleil. Donc les polarités s'inversent à chaque nouveau cycle de 11 ans. Voilà. Et au bout de 22 ans environ, les pôles magnétiques du Soleil reprennent leur configuration initiale. Donc ce cycle est connu sous le nom de cycle de Hall. Hall, c'était un astronome américain spécialiste du Soleil. Voilà. Donc, en 11 ans, il change. Au bout de 11 ans après, il rechange de nouveau. Donc, il a fait le total en 22 ans. Alors, une petite animation. Voilà. Il démarre. Hop, 11 ans. Et encore 11 ans. Voilà. Donc, ça fait 22 ans. Alors maintenant, pourquoi 11 ans? Pourquoi 22 ans? Ça, c'est pas facile, parce que j'ai cherché pendant longtemps, jamais, et j'ai réussi à savoir. Pas facile. Pas facile. Alors, vous allez comprendre. Donc, ça, c'est il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud du Soleil. Donc, il y a une seule cellule de convection. La convection, c'est là où ça tourne, vous voyez, au début. Les cellules font ça. Il y a une seule cellule de convection dans l'hémisphère nord et une au sud. Il y en a deux au total. Alors,
actuellement, la longueur du parcours, donc, oui, attendez, donc le plasma, qu'est-ce qu'il fait? Il monte de l'équateur vers le pôle, et il longe la surface. Après, arrivé au pôle, il redescend à l'intérieur. Et quand il arrive là, c'est là où se forment les taches solaires, qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Ça monte et ça descend. Et quand c'est vers l'équateur, en forte activité, c'est là que le flux magnétique est étiré et la poussée magnétique forme les taches solaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, actuellement, la longueur du parcours du pôle à l'équateur, elle est connue. Du pôle à l'équateur, c'est 1 million de kilomètres. À savoir, vous allez me dire, là, vous m'avez dit que ça faisait 1,4 million. Donc 700 000, non, ça ne fait pas 1 million. Ça fait 1 million parce que ce n'est pas tout droit. Ça fait des... Voilà. Et ça, c'est toujours pareil. Ce sont des relevés de sismologie de la fameuse sonde SOHO. Et c'est très, très, très précis. C'est très précis. Alors, il a une vitesse, ce flux de plasma, et il est très long. Il est très long. Il va à une vitesse à peu près de 50 km/h. Ça a été revu à la baisse. 50 km/h. Là, il arrive à zéro, pratiquement. Ça ne bouge plus. Et ça varie entre 50, 30, 10 et jusqu'à 5 km/h. C'est très long. Très lent. Excusez-moi. C'est très lent. Voilà. Et là où il y a 50, ça ne dure pas très longtemps. Là où ça dure beaucoup plus longtemps, c'est entre 20, 10 et 5 km/h. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites l'opération 1 million, qu'on divise par 10, une moyenne de 10 km/h, par 10, ça, on le ramène sur un an, c'est 10 multiplié par 24, donc 24, sur une journée, multiplié par 365 jours, ça vous donne un chiffre. Et si on divise donc 1 million, on divise par ce chiffre, vous avez quoi? 11 ans. Voilà. Ça vous donne 11 ans. 11 ans d'un côté, 11 ans de l'autre, ça fait 22 ans. Voilà. Voilà le petit truc. Voilà. L'inversion des champs magnétiques. Pour ça que ça dure 11 ans à chaque fois. Alors, fonctionnement de l'inversion du champ magnétique. Là, c'est pareil. Je simplifie. C'est un peu complexe. Et les trucs, ça n'amène pas... Enfin, uniquement pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Alors, voilà la synthèse un peu. Donc, le même schéma tout à l'heure. Alors, il y a des taches solaires. Le truc, il est là. Les taches solaires. Alors, par hémisphère, c'est-à-dire, elles sont toutes polarisées pareil. C'est-à-dire, les rouges, une nord, avec un plus, le nord c'est le plus, et le sud c'est le moins. Et là, pareil, il n'y en aura pas une rouge-bleu et l'autre bleu-rouge, non. Elles sont toutes comme ça. Toutes comme ça. Et de l'autre côté, c'est inverse. Et quand ça a tourné, c'est l'inverse. C'est bleu-rouge et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que les taches solaires vont vers l'équateur, elles s'étirent, et la tâche qu'on appelle de tête, c'est la tâche de tête et ça de queue, la tâche de tête qui est nord, c'est un plus, quand elle rencontre une tâche solaire, pareil, pas toujours, elles ne sont pas toujours l'une à côté de l'autre, mais quand elle rencontre, mais de polarité inverse, et bien là, ça s'annule. Champ magnétique
il est annulé. Et il reste que la tâche de queue. Et avec la poussée magnétique, le flux magnétique de cette tâche monte, et bien il y en a d'autres après, ça se regroupe, et ça fait une bulle magnétique qui monte petit à petit, et puis il y a d'autres flux qui viennent, quoi, au fur et à mesure, et ensuite, eh ben, quand cette polarité qui a vraiment en excès, pas en excès, mais enfin beaucoup plus fort, quand ça arrive là, le flux qui est là, il descend aussi. Donc, il est beaucoup moindre, là il est beaucoup plus fort, vous voyez, et quand il arrive là, l'inversion se produit. Voilà. Donc là, c'est le champ poloïdal qu'on appelle, c'est une composante du champ global, et c'est à l'origine de l'inversion magnétique. Voilà. Voilà. Celle-ci s'annule, il ne reste que ça, la poussée magnétique monte ce flux, et après il y en a d'autres, des tâches, ça fait pareil, et ça se regroupe, et ça monte petit, ça va tout doucement, hein, parce que c'est sur 11 ans, hein, ça monte, et il y a un champ polarisé, par exemple, plus, qui monte, et une fois que c'est là, tac, le champ magnétique s'inverse. Et au bout de 11 ans, c'est l'autre phénomène. Bon, change un peu. Une photo d'Orion, il me semble. Donc la surface solaire, la fameuse granulation solaire. C'est la peau d'orange, voilà. Donc là, 5500 degrés, la surface solaire. Vous voyez? Voilà. Donc structure de grains brillants et chauds est cernée par des zones plus sombres et étroites. 5500 degrés. Taille des granules, on va voir tout à l'heure, des granules, quelques centaines de kilomètres à 2000 km. Vous voyez? Une petite, c'est 2000 km. On va regarder une animation, là. On les voit très bien, les granules, vous voyez. Là. Donc, entre quelques centaines de kilomètres et 2000 km. Alors là, ça va doucement. Regardez, on voit l'évolution. Oui, regardez. Voilà la surface du Soleil. C'est ça. Voilà. Et dans cette surface, après, il y a les tâches et tout. Voilà. Un petit mot sur la couronne solaire. C'est un petit mot. Ça, c'est l'éclipse du 11 août 99. Donc, elle a une température de 1 à 2 millions de degrés. Donc, c'est le but de la sonde Parker. Je vous ai dit tout à l'heure. Pour savoir pourquoi, plus on s'éloigne du Soleil, plus c'est chaud. Ben, ça s'arrête après, hein, bien sûr, heureusement. Donc, c'est une matière très diffuse, constituée donc plasma, qui s'étend sur 10 millions de kilomètres. Très belle, voilà. Ah, bien sûr, quand la Lune, elle passe devant, et là, on voit tout le début de l'atmosphère du Soleil avec les protubérances et un peu tout, vous voyez. Et là, on voit bien les piliers du vent solaire qui est émis dans tout l'espace interplanétaire et ce qui amène tout le flux qui frappe la Terre. Pour ça qu'on reçoit des aurores boréales et tout. Alors, on passe au phénomène éruptif. Donc les protubérances, température de l'ordre de 10 000 degrés. Donc on a dit que le début de l'atmosphère fait à peu près 6 000 degrés, 10 000 degrés, et les protubérances, un diamètre de 5 000 km, hauteur 100 000 à 200 000. Il y a même le record, c'est 600 000. C'est énorme. 600 000 km. Presque la moitié du Soleil. Voilà. Donc c'est composé de plasma, bien sûr, soutenu et confiné au-dessus de la surface solaire. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des boucles de champs magnétiques qui se produisent. Ça peut être très bien aux taches solaires aussi. Hein.
là où il y a la boucle magnétique, mais souvent, ça se prolonge beaucoup plus loin, ça retrouve un autre tube flux magnétique. Et ça fait ça, voilà. Donc, on en revient aux éruptions solaires. Donc, c'est provoqué par une accumulation d'énergie magnétique dans des zones de champ magnétique intenses au niveau des taches solaires. Voilà. Donc, ce sont de grandes éruptions de rayonnement électromagnétique, des flashs, durées quelques minutes à quelques heures. Voilà. Bon, une petite animation. Voilà le Soleil, prise par le satellite SDO, et la Terre. La Terre a été mise, normalement elle n'est pas là, mais enfin c'est la grosseur, c'est en proportion. Vous voyez? C'est quand même considérable. Hein? Considérable. Il y en a quelques-unes autres. Regardez, que j'ai prise. Vous voyez la Terre? C'est petit. C'est petit. Regardez. Heureusement que le Soleil est quand même loin. Mais ça fait rien. Hein. Ça fait rien. Quand c'est projeté, ça suit le vent solaire et on reçoit beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de rayonnements X et tout. Hein. Ultraviolets, des gamma, et des rayons très dangereux. Encore une autre. Regardez. Alors, un petit mot, les éruptions solaires, ça se produit souvent avec on appelle une reconnexion magnétique. C'est-à-dire un flux magnétique très important, comme ça, qui augmente, et à force d'augmenter, et bien à un moment donné, à un endroit, ça se reconnecte, et l'autre partie, elle part. Et ça part dans l'espace. Voilà. Alors, un petit mot sur les éjections de masse coronale, qu'on appelle EMC. C'est tout ce qu'il y a de plus violent. Alors, les éjections de masse coronale sont de grandes expulsions de plasma et de champs magnétiques, peuvent éjecter des milliards de tonnes de matière coronale et de champs magnétiques à la seconde. Voilà. Savoir que la vitesse, il y a des EMC, des rapides et des furtives et des rapides, excusez-moi. Voilà. Et donc, il y a des vitesses qui varient, et ça va jusqu'à 11 millions à peu près de kilomètres/heure dans les rapides. 11 millions de kilomètres/heure. Voilà. Ça fait 3000 km/seconde. Sinon, ça va de 400 à 1000 et 1000 à 3000 km/seconde. Donc 11 millions de kilomètres/heure. C'est quand même... ça transporte du champ magnétique et du plasma et tous les rayons qui vont avec. Et ça, c'est très dangereux. Alors, voilà. Une petite animation. Regardez. Alors ça, quand c'est éjecté en dehors de la Terre, ça va, ou de l'autre côté du Soleil, ça va, mais quand la Terre est en ligne de mire, là, ça peut causer de gros problèmes. Une autre. Regardez. Ah ouais, quand même. C'est énorme. C'est énorme, c'est colossal. C'est colossal. Et on peut être frappé par ça. Non, on est frappé, hein, des fois. Mais ça dépend si c'est pile de vent, ou si c'est... Du coup de soleil. Ouais, coup de soleil. Après, on pourra voir. Il y a eu des éruptions dans le passé qui étaient très violentes. Hein. Voilà.
Voilà. Eh bien, on en vient à la fameuse mission de la sonde Parker, donc 2018 à 2025. Donc, une exploration extrême, et c'est la première visite de l'humanité à une étoile. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse sonde. Vous voyez. Voilà Eugene Parker, 1927-2022. C'est un astrophysicien spécialiste du Soleil, donc un héliophysicien. Donc, et c'est la première fois, et il a vu sa fusée décoller en 2022. Et c'est la première fois qu'on nomme une sonde du temps du vivant. Du temps du vivant. Sinon, toujours on donne des noms quand quelqu'un est mort. Il a vu sa sonde partir. Voilà. Et ouais, bon, il n'a pas vu arriver, bien sûr. Bon, c'est le pionnier de la recherche sur le Soleil. Une mission nommée en son honneur. Donc, il a théorisé l'existence du vent solaire, ainsi que la spirale de Parker, et puis beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a un peu de baratin, mais il faut quand même le lire. Donc, la mission Parker Solar Probe de la NASA va révolutionner notre compréhension du Soleil. L'objectif scientifique détaillé de Parker, donc, c'est de percer les mystères de la couronne solaire. Pourquoi cette couronne, elle chauffe autant. Le tour du Soleil, c'est 10 000 degrés. La couronne, c'est 1 million à 2 millions de degrés. Pourquoi? Mesurer directement les champs et les ondes électriques et magnétiques, la densité du plasma et la température des électrons. Ça, c'est ce que j'ai relevé en dernier, il n'y a pas longtemps. Études permettant d'observer des électrons, protons et ions lourds provoqués par des rayons cosmiques. Parker survolera le lieu de naissance des particules solaires les plus énergétiques. Explorera les mécanismes qui accélèrent et transportent les particules énergétiques. Et protéger une société dépendante de la technologie contre les événements de la météo spatiale. Alors ça, c'est très important. Parce qu'on est tributaire maintenant de l'électricité et tout. Et s'il y a un problème, ça peut être très, 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 très grave. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, conditions pour réaliser cette mission. Donc, il y a eu 24 passages autour du Soleil. Donc, Parker a volé à travers l'atmosphère du Soleil de 24 millions en début de mission, puis il va s'approcher en fin de mission jusqu'à 6 millions 2, pas tout à fait, c'est 6 millions 16 je crois, du Soleil. Ça va être dans quelques jours. Et pour accélérer, il y a eu 7 survols sur 7 ans de Vénus pour utiliser l'assistance gravitationnelle. Il faut aller très vite. Le Soleil, la gravité est immense, donc il faut aller très vite, sinon la sonde elle est aspirée. Un bouclier en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur, et il y a une température extrême de 1400 degrés à 6 millions de kilomètres. Voilà. Pas tout à fait 1300, enfin ouais. Voilà, 7 survols de Vénus. Ça a effectué 7 survols de Vénus. Alors, le Soleil est là, il y a Mercure, il y a Vénus qui est là, et la Terre est là. Donc, il est parti là, fait ça, et puis quand Vénus l'orbite, hop, quand ça a croisé Vénus, ça a accéléré. Parce que quand ça passe près d'une planète, c'est l'assistance gravitationnelle, ça accélère. Voilà. Il y a une animation sur le site de Solar Probe, mais j'ai pas réussi à la mettre. Puis c'était peut-être pas trop intéressant. On voit très bien l'assistance gravitationnelle. Donc il y en a eu 7. Il y en a eu 7, et la dernière, c'était il n'y a pas bien longtemps, c'était je crois au mois de septembre. Voilà, vous voyez. 7, ça a accéléré. Voilà. Alors en ce moment, aujourd'hui, j'ai regardé, la sonde elle est à 85 millions de kilomètres. Voilà, la première des dernières approches
qu'il y a 3 approches qui sont toutes prêtes. Donc là, ça va être la première le 24 décembre. Donc elle arrive, elle est à 85 millions de kilomètres. Donc Vénus, c'est à 108, je crois. 103, 108 millions de kilomètres. 108, donc Mercure, c'est à 50 et quelques. Donc la sonde, elle est là. En ce moment, elle est là. Ah oui, j'ai marqué. 6 novembre 2024, le 7e et dernier survol de Vénus, autour de Vénus. Voilà. Donc, il y a eu quand même une petite vidéo. Ils ont passé, je vais vous le faire voir. Donc, exploration des mécanismes qui accélèrent et transportent les particules énergétiques. Regardez. Voilà la sonde, et le Soleil, et les particules. Ah, c'est rapide. Alors, ce qui réchauffe l'atmosphère du Soleil, la couronne, on pensait aux spicules, c'est des jets de gaz aussi. Les boucles coronales, je ne vais pas parler boucles coronales, c'est des boucles, c'est un peu comme les boucles magnétiques des taches solaires. Les taches solaires, ça peut être considéré aussi comme une boucle coronale, mais souvent c'est des grandes boucles qui se forment. Et ça chauffe la couronne solaire. Et il y a les fameux jets de gaz, il y en a des millions, sans cesse, qui mesurent je ne sais pas combien, une grande vitesse. Je ne sais pas, c'est pas 100 km/s. Ça pourrait chauffer le... Ils pensent que c'est ça. Mais après, il faut le certifier, quoi. Voilà. Donc, là, Eugène Parker qui regarde la fusée partir. Je ne me rappelle plus du nom. C'est Heavy, quelque chose comme ça. Heavy, je ne me rappelle plus. Falcon Heavy. Falcon Heavy, voilà. Heavy, je ne me rappelle plus. Bref. Voilà. Donc, les records, approche actuelle, la plus proche, le 23 septembre 2023, a été à 7 millions d'eux. Et les approches finales, les plus proches, seront à 6 millions d'eux. Pas tout à fait, si. Donc, 2024, le 6 novembre, le 7e et dernier survol gravitationnel de Vénus. On l'a vu. Et le 24 décembre, passage numéro 22. Voilà. Comme on dit au périhélie. C'est le 22 périhélie. Il y en a 24. C'est... Ouais. Première approche finale. Et en 2025, le 22 mars et le 9 juin. Et la vitesse de la sonde, le 24-12, elle sera à 692 000 km/h. Soit 190 km/s. Ça doit faire un truc comme ça. Vous le calculez. C'est colossal. Après 2025, ben je ne sais pas. Parce que généralement, quand ça se passe bien, ils continuent. Continue, hein, souvent, c'est ça. Comme les télescopes et tout, hein, ils donnent une date. Mais après, voilà. Ben voilà pour la sonde Parker. Donc j'ai un petit film de la NASA qui dure 4 minutes. Ça vous va? Vous va? C'était réalisé par le Centre Goddard. C'est le centre scientifique, la recherche scientifique de la NASA, qui est aux États-Unis. Oui, c'est 5 années. Ça, c'est un transit. Mercure, je pense.
éruption solaire. Magnétique, entre tâches. Ça, c'est un groupe de taches solaires. On voit très bien le bouillonnement. Oui. Ça fait vraiment des flashs. Hein. Voilà. Merci. J'espère que j'ai été clair un peu. Ah oui. T'étais solaire. Ah ben écoutez, si vous avez quelques questions. Bon, allez, oui, parce que c'est les verts qui vous bouffent là. Ah, il y en a une, tu as beaucoup parlé d'effets de magnétisme, etc. Mais simplement, sans aller bien loin, bien sûr, c'est quoi réellement le magnétisme? Le magnétisme. Le magnétisme, alors c'est un peu abstrait. C'est pour EDF. C'est quand on fait tourner les tables, non? Ouais. C'est un champ de force vectoriel qui a un sens et une direction et qui ça agit sur des objets, soit en les attirant, soit en les repoussant. Il faut se dire que si on prend, comment ça s'appelle, un électron avec son noyau, le fait de tourner autour, lui, il crée un minuscule champ magnétique. C'est un champ de force, qui a un sens, une direction. Voilà. Il y a le truc des trois doigts. Oui, ça change chemin courant. Ouais, ça m'a toujours sorti un peu de... J'ai jamais bien aimé ça, mais enfin, ouais. C'est abstrait. Ouais, ouais ben c'est ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que dans le Soleil, toutes les particules qui sont en mouvement, eh ben, ça crée du champ magnétique. Mais la conséquence, quand même... C'est logique. C'est logique. Mouvement, champ, mouvement, courant, champ magnétique. Bon, c'est comme ça. Bon, après, bon, on peut un peu mieux l'expliquer avec des expériences. Ouais. C'est pas le jour. Ouais. Sinon... Et c'est avec le plasma qu'on a fait les écrans plasma de télé. Ben voilà, on a pris des morceaux de soleil et on a fait des... Et celui qu'on a dans le sang aussi. Et celui qu'on a dans le sang, il a raison. Les photos, elles sont impressionnantes.
les dernières. Ouais. C'est joli. Les éjections de masse coronale, ouais. On est arrivé Oui. à un niveau d'imagerie qui est colossal. En se rapprochant du Soleil, certes. Ouais, ouais, ouais. Un niveau Mais- d'imagerie. Hein. Je pense qu'un sonde Parker va nous donner beaucoup d'images. Mais à 6 millions, ça fait quand même plus, parce que par rapport aux 150, ça fait Oui, il y a 1400 degrés à peu Ouais, près. c'est très près. Et 1400 le degrés bouclier fait combien en centimètres? en centimètres. Bon, Il y c'est a la sonde calculé, hein. européenne aussi, il y a la sonde européenne qui est partie derrière. Ouais. Oui, il y en a une autre. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Mais celle-ci, c'est celle qui est la plus près. Et, moi, ce qui m'épate, c'est qu'on puisse Mais il y a une commander sonde. ces sondes, comme la sonde Parker, qu'on puisse la commander depuis la Terre, quoi, finalement. Ah oui. Parce que, enfin, ça paraît hallucinant, parce que vu la distance et... Oui, mais bon, il y en a peut-être qui sont mieux spécialisés à parler que moi à ce sujet, mais les ondes, elles vont à la vitesse de la lumière. Hein. Ouais, mais enfin, il faut 8 combien de minutes. temps pour... C'est 8 minutes. Ah oui, Il faut 8 minutes. Oui, mais Rien. c'est ça. c'est rien du tout. Ah ouais, Eh oui. Comparé Et aux quand vous avez des sondes sondes voyageurs, voyageurs, Mais oui, bien sûr. c'est Ouais. vrai, le voyageur. voyageurs, Il y a pas très Mais longtemps. il y a une sonde qui va se poser sur le Soleil, mais la nuit. question. Tu nous as parlé de plusieurs champs magnétiques dans le Soleil. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que ce que sont les différents champs magnétiques en Oui, fait alors, finalement, il y a deux champs magnétiques importants. Le champ initial, j'ai dit au début, c'est dû au mouvement des particules. Mouvement, courant, champ magnétique. Hein? Et ça, c'est dans le cœur du Soleil, et ça forme le champ initial. Initial, qui est un champ qui est dipolaire, qui est du nord au sud. Hein? Voilà. Après, toute la zone de convection, vous savez, la dernière zone qui est autour, ça tourne, et là, ça crée aussi un champ magnétique, qu'on appelle le champ magnétique global. Comme ça, global. Faites l'ensemble, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ouais. Et après, dans ce champ magnétique global, il y a deux champs, ça se décompose en deux champs encore. Il y a deux principaux, initial et global, et dans le global, il y a le champ, quand les lignes de champ magnétique sont étirées, comme j'ai dit, étirées par rapport à la rotation, l'effet dynamo, j'ai dit, et c'est là que ça forme les taches solaires avec le flux magnétique qui sort, et là, c'est le champ, la boucle magnétique s'appelle le champ toroïdal. C'est une composante du champ global. Et après, en même temps, hein, pas après, il y a le champ poloïdal qui est du nord au sud. C'est un autre champ. Et c'est lui qui est à l'origine du renversement cyclique. Voilà. Qui est comme ça. C'est un peu compliqué, mais bon. Ça en fait 4. Ça en fait 4. Enfin, 2 et le dernier qui se décompose en 2. Et quand tu as donc les influences des protubérances que tu disais, au niveau magnétisme, et par exemple l'influence au niveau de la Terre, comme ça lui est déjà arrivé au Canada, il y a des lignes électriques qui se On peut en parler, ouais. Oui, alors ça, est-ce que c'est le champ magnétique terrestre finalement qui arrive à être perturbé, ou est-ce que c'est réellement, ou est-ce que c'est Oui, alors, le champ oui, solaire? ce qui se passe quand il y a des éruptions solaires, il y a une énorme quantité de flux qui part sur la Terre. Ça suit les lignes du champ magnétique. Et bien sûr, avec le vent solaire, ça s'amène sur la Terre. Et ce qui se passe, c'est que c'est tellement puissant que la magnétosphère, elle est compressée. Elle est compressée, et là, tous les flux d'électrons, de protons et tout, ça rentre par en haut, par les pôles, et on appelle, c'est la boucle aurorale, comme on appelle, ça rentre par les pôles, et ça rentre à la Terre. Ça rentre. Et plus c'est puissant, plus ça va aller loin. Parce que normalement, comme les aurores boréales, ça se limite aux régions du Nord. Alors quand c'est bien puissant, eh bien, ça va beaucoup plus loin. Alors, donc le champ magnétique, il est compressé, et ce qui s'est passé, c'était quand? C'était au mois d'avril. Oui, Ça a baissé toute la magnétosphère, l'atmosphère, ça a compressé,
et des satellites ont été détruits. Et pas mal, hein. Pas mal qui ont été détruits. D'ailleurs, je me rappelle, on avait une observation au BETS, c'était au mois de mai, et là c'est pareil, hein. Et moi je me rappelle, on repartait sur le BETS, une traînée, doucement, toute verte, toute rouge, et c'est toi qui m'as dit que c'était un satellite, Michel. Non, c'est un morceau de satellite qui Ou un morceau. Mais au 19e siècle, ça avait fait des dégâts aux États-Unis, hein, dans l'Amérique du Nord. Ah oui, alors oui, on va en parler. Comment ça s'appelle? C'est en 1859, Ouais. c'est ça, hein? C'est l'événement de Carrington. L'événement de Carrington. Il me semble. Ah, le gars, c'est un astronome, il a vu le flash, depuis la Terre. Carrément, le Soleil qui a Ah bon? le flash. Ouais. Et ça a été très 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 puissant. Et ça a détruit tout ce qui était les télégraphes. C'est les mâts avec, je sais pas comment Et ça puis s'appelle. il y a une gare d'Amérique du Nord qui a été blackout complet. Et ils ont vu. Toutes les armoires électriques avaient cramé. Ça fait des dégâts. Et ils ont vu oui, il était classé X, je sais pas combien, très puissant. Et les aurores boréales, ils ont vu les aurores jusqu'à Hawaï, je crois. C'était quand même. Ouais. Cuba aussi. Alors une éruption comme ça, Bora Bora. ouais, une éruption comme ça, elle serait aujourd'hui, ça serait catastrophique. C'est ça. Ça serait catastrophique. L'électronique et tout. Ouais. Alors en 1989, à Montréal, il y a une grosse éruption solaire, et ce qui s'est passé, c'est que ça modifiait le champ magnétique, et les transfos, et pas EDF, enfin si c'est au Québec, je sais pas, bref, dans le Québec, des transfos de lignes de 730 000 volts, 730 kilovolts, qui ont grillé carrément. Pas le champ magnétique, le circuit magnétique dans le transformateur, c'est une chose comme ça, ça a tout fondu. Ça veut dire, plus de transfo, 730 000 volts, tout s'écroule. Surtout que maintenant, tout est interconnecté. S'il se passe un événement comme ça, c'est tout un pays, tout un continent qui est à zéro. Mais après, quand c'est grillé, ces transfos, peut-être en avoir un de rechange, mais il n'y en aura pas deux. Que c'est des transfos immenses, bourrés de technologie. Oui, c'est quelque chose de considérable. Transfo de 730 000 volts, hein, c'est... oui, alors si c'est tout grillé, C'est pas fini. tant de les reconstruire, il y en a pour longtemps. Très très longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas de satellite comme aujourd'hui. Et pas de satellites. Alors, les satellites, pareil. Hein. C'est tout. Alors, on a frôlé quand même une catastrophe. On a frôlé une catastrophe, c'était le 23 juillet 2012. Parce qu'il y a la Terre était... Il y a une grosse éruption. La Terre, elle est passée une semaine pile à l'endroit. Ah ouais. Le 23 juillet 2012. Et elle aurait été classée, je ne me rappelle plus combien, quelque chose de très 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 puissant. Et d'après les scientifiques, on aurait reculé de 3 siècles. Tout était anéanti. Entièrement tout. Ça veut dire qu'on n'a plus rien. Il y a une semaine près. On aura un ciel À une semaine noir. près. Ça veut dire qu'on n'a plus rien. Et C'est pour ça qu'il faut avoir des télescopes manuels. faire tourner la coupe dans la mer, heureusement que c'est débrouillable. Hein? Il faut toujours garder son télescope. Il y a des solutions peut-être. Hein? Comment qu'on André, où il est André? Garde ton télescope. Oui alors, vous vous rendez compte? Plus de courant, Extrême, mais une partie il ici. n'y a plus rien. On n'a plus d'argent, on n'a plus de courant, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger, plus rien. Tout est connecté par Internet, il n'y a plus rien, c'est fini. Elon Musk, tout ça. Hein? Elon Musk, Alors, Oui, il s'est emmerdé. et alors, j'ai fouillé un peu dans toutes ces éruptions, hein, qu'elle était énorme quand même, énorme, bien plus énorme. C'était le temps de Charlemagne, c'est 800, hein, je crois. Quand il En a- 1700, 700, pas. En l'an 700, ils ont trouvé en montagne, les scientifiques, en montagne,
dans les lacs en montagne, dans des tourbières, les arbres qui sont à l'intérieur, dans les cernes des arbres, les cernes, vous savez, qui sont concentriques, un excès de carbone 14. Et d'après eux, ils ont dit que c'était des éruptions, c'est dû aux éruptions, à peu près 100 fois plus fort que l'événement de Carrington. Là, je crois que c'est terminé. Et à part ça, t'as de bonnes nouvelles? Ça l'a pas tué parce qu'il a inventé l'école. Il y en a eu d'autres. Hein. Ils parlent aussi, ils ont fait des relevés sur 5000 ans avant Jésus-Christ. 4000, 5000 ans, il y a eu des trucs énormes. Vous voyez? On va revenir. Et ceci dit, il ne faut pas faire peur à ceux qui ne savent pas, parce que c'est des flux électriques, c'est-à-dire dedans il y a des électrons et des positons. Mais ils arrivent à une telle énergie, d'abord ils ne se mélangent pas entre eux, ce qui devrait normalement. Ils ne se mélangent pas. Ils arrivent à un tel niveau d'énergie que ça fait ça. Mais nous, on est quand même naturellement protégés contre ce qui sort en plus, qui sont les rayons gamma, les rayons X et tout. On est la seule planète qui est protégée de ça. Oui. Mais bon, ça n'empêche pas, donc il ne faut pas avoir la trouille non plus. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Oui, mais ça compresse la magnétosphère. La magnétosphère, à un certain moment, si elle est trop compressée, alors là, c'est la cata. Ouais, ça dépend de la Mais puissance. on est quand même bien protégé. Heureusement. Les ceintures de haleine qui jouent un rôle. Oui, Ouais. les radiations atomiques, Au niveau tout, la radioactivité, on est vachement protégé. C'est la seule planète qui a ça. Ah oui, C'est que flux magnétique. Pourquoi il faut en prendre soin? Mais à part ça, justement, on pourrait s'en protéger un peu mieux. Bah, t'as raison. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui? Est-ce qu'on développe quelque chose, à part se mettre de la crème à bronzer, quoi, de la crème solaire? C'est pas ça le problème. C'est comment on écoute parfois dire que les satellites se mettent sur le dos, qu'ils se tournent. Mais pas devant. On a plusieurs solutions aussi. Couper le courant, au lieu d'être justement, d'avoir ce problème d'avoir un champ magnétique qui vient induire un champ électrique dans nos réseaux. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas couper le courant? Je sais qu'on écoute parler de ça. Est-ce qu'il y a des informations Non. là-dessus? Non, absolument pas. Comment s'en préparer? Alors pas pour l'événement extrême, par exemple des jets chrono, hein, tout ça, mais dans des événements plus simples, justement, je pense qu'il y en a qui étudient justement. Oui, c'est certainement. Mieux peut-être le soleil, mais on va peut-être essayer d'arriver à... Quelque chose pour nous protéger. Mais peut-être que ça serait mieux que de tout mettre en l'air. Oui, mais enfin, tu ne peux pas couper le région dans le courant. D'abord, on ne saura pas la délimitation. Non, mais si on peut anticiper. Oui, mais même en anticipant. Tu ne pourras pas couper le courant dans toute une région. Mais il se coupera de toute façon. Quelle délimitation? Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est des... Parce que le problème, c'est l'interconnexion. Ils le disent. Hein. Oui. C'est l'interconnexion. Sûr, c'est bien l'interconnexion. Bien sûr que c'est bien. Interconnecté. C'est bien. Ça coupe un Ici, côté, il ça. arrive un truc. Mais oui. Est-ce qu'on peut les dire, ces événements extrêmes? Est-ce qu'ils sont prévisibles? Il y a combien de... On a eu une... Ah ben oui, on le voit. Non, mais ils sont prévisibles beaucoup de temps à Ah l'avance? non. Donc, combien? Ben, on voit les tâches déjà. Bah, on voit les tâches. Ouais. Un jour. Il faut quelques jours pour que la masse coronale arrive jusqu'à la Terre. C'est 1 à 2 heures. Ça dépend, c'est pas très long. Ça dépend de la puissance. Ça C'est dépend pas de très la long, puissance. mais c'est pas des plusieurs heures. Dans de grandeur, quelques C'est assez heures. rapide, donc tu peux Eh, pas parce que les plus grosses, c'est 3000 km/s, c'est du 11, ça fait à peu près 11 millions, un peu plus, km/h. 11 millions. Donc, c'est sur Terre rapide. Donc une demi-journée, quoi. Mais 11 millions pour 150 millions, regarde, ça va vite. Hein. Ça va vite, hein. T'as pas le temps de réagir. On n'a pas le temps. Quand tu vas t'en apercevoir, les autres vont t'en réagir, c'est pas possible. Mais non, parce que c'est vraiment quelque chose. Il faut être du côté de Mia. Ils savent qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dedans, qu'il y a une grande activité. Ils savent qu'il peut se produire des éruptions solaires, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ah ben, une fois que ça se déclenche, on le voit. On le voit de suite. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Après, on ne peut pas se protéger. Hein. Après, c'est extrêmement rare. Pardon? C'est extrêmement rare quand même. Il y a un cycle, non? Ah, rare, non. On en a cette année, hein, plusieurs, hein, quand même. Hein. Il y en a très souvent. Ah, très, très, très souvent. Hein. Oui, mais on n'entend pas parler de dégâts. Ah, mais ils n'en parlent pas. Le risque est faible, mais il est réel. Oui. De toute
façon, c'est pas pour se dire si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Ça va C'est arriver. comme les volcans, c'est comme plein de choses. Quoi, ouais. Ben, tous les satellites qui ont été détruits, hein, ils n'ont pas parlé. Hein. Ce qu'on ne sait pas prédire à l'avance, surtout, c'est l'intensité des cycles. Oui, c'est ça. On a vu que les cycles de 11 ans étaient variables. Oui, j'ai vu ça, ouais. Je crois que celui-ci, le 25, il est plus puissant que ce qui a été prévu. C'est ça, ouais. Donc on est à oui. Est-ce que ça va continuer le 26 alors qu'ils sont qu'en 2030, ça va se calmer. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des mouvements coronaux par moment qui sont imprévisibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une masse coronale qui va développer, même en période calme. Il va y avoir des arbres, voilà, c'est ça. J'ai trempé dans Et de on a des règles, calculs, il y a mais globalement, c'est quand même dans des périodes